Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du studio Millennium. Aujourd'hui, nous allons parler éducation et scolarisation. Et les échanges seront amorcés à partir du très beau film de Lydie Wieser-Haupt-Claudel, Éclaireuse, qui a remporté cette année le prix de la critique. Alors, pour discuter de ce vaste sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Lydie, donc la réalisatrice, Clydia, qui est philosophe, qui a rejoint l'équipe pédagogique de la petite école il y a 1 an, oui. C'est ça? Ok. Et Marie, qui est une des protagonistes du documentaire, aussi cofondatrice de la petite école. Un magnifique projet, je dois dire, chapeau bas, vous avez vraiment toute mon admiration. Alors, la petite école, qu'est-ce que c'est? On découvre ça en images tout de suite. Bonjour. Bonjour. Je peux vous faire une petite présentation, une petite visite. La petite école, c'est un lieu où on accueille des enfants qui n'ont jamais été scolarisés. Et donc, les choses sur lesquelles on travaille principalement avec eux, c'est la structuration du temps. Ça a commencé en 2015, donc juste avant ce qu'on a appelé la crise, donc de septembre 2015. On a créé une école qui a été éphémère, qui s'est d'ailleurs appelée l'école éphémère dans le parc de la Rosée à Anderlecht, suite à cette rencontre, véritablement, avec ces familles syriennes d'hommes, qu'on ne connaissait absolument pas à l'époque, mais en tous les cas, avec cette problématique de familles qui étaient là, installées déjà en Belgique, donc qui avaient déjà quitté la procédure d'asile, qui étaient véritablement sédentarisés ici, mais qui n'avaient pas mis leurs enfants à l'école. Alors, pas seulement parce qu'il n'y avait pas de place, évidemment, dans les écoles, ce qui était notre première version des faits, c'est qu'ils n'avaient pas reçu, qu'ils n'avaient pas trouvé d'école. La deuxième, on s'est rendu compte, et on en parlera, qu'il ne suffit pas d'être sorti de la procédure d'asile, d'avoir droit au CPAS et d'avoir un logement pour mettre son enfant à l'école. Ça, c'est un raccourci occidental. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer avant qu'on puisse lâcher ses enfants dans une institution étrangère. Donc on s'est dit, mais en fait, il faut qu'il y ait quelque chose entre cette arrivée, entre l'exil, la guerre, etc., et l'école. Il y a une case qui n'a pas encore été pensée. Et c'est cette case-là qu'on essaye modestement de penser depuis 3 ans, et sous la forme de la petite école, qui est un véritable laboratoire de recherche. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour penser un système qui va mal avec AN, ou bien pour résorber une demande qui ne serait pas remplie parce qu'il n'y a pas assez de place dans les écoles. C'est pas du tout là qu'on se situe, mais c'est plutôt de réfléchir avec des enfants qui n'ont jamais connu l'école, qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'école. Voilà, ça c'est un peu notre postulat. Il y a beaucoup de représentants d'enseignants et de DASPA ici, donc évidemment il y a des choses qui ont été pensées. On n'est pas les premières à avoir pointé cette problématique. Les DASPA existent, c'est ce qu'on nous oppose souvent. Elles sont créées, vous le savez, à l'origine pour aider des enfants qui viennent de l'étranger à pouvoir intégrer un système scolaire francophone, mais c'est sous-entendu que ces enfants viennent quand même de l'école. Et donc c'est quelque part une transition d'une école vers l'autre avec un focus sur l'apprentissage de la langue, une mise à niveau dans les autres matières, mais il n'y a pas la prise en compte véritablement de la problématique scolaire en tant que telle. Même si on sait très bien que l'équipe d'ASPA, les classes d'ASPA, c'est déjà des petites bulles d'accueil et d'apaisement dans les écoles. Ça reste quand même dans l'institution scolaire. Et on va parler de ce qu'on a pu déceler comme peur et comme frein que représentait la grande école en tant que telle, voilà. Et là, pour prendre contact, c'est avec qui? C'est avec toi? C'est Avec Juliette, moi ou Juliette. Mais donc, je peux vous donner ça peut-être? Oui, Je vous en donne. Donc là, il y a le numéro. Ici, c'est le numéro de Juliette. La priorité, c'est quand même l'apprentissage de la langue française. Non, pas du tout. Ça, elle se fait, parce que tout est en immersion, on ne travaille pas avec des interprètes, mais c'est vraiment d'abord le fait que ces enfants quittent le milieu familial alors qu'ils ont vécu dans quelque chose de très endogame et très serré pendant tout l'exil, la guerre, etc. On a beaucoup de Syriens, il faut bien le dire. Et donc déjà de quitter ce lien, de faire confiance à des adultes qui ne font pas partie du clan, qui ne font pas partie de la communauté, etc. Donc c'est travailler sur la confiance et puis le rythme. Le rythme. Toute la journée, on en parlera, est saucissonnée par des rituels. Ces enfants qui sont que dans le présent, il n'y a pas de mise au lit, ils sont fatigués, Et donc nous, c'est vraiment apprendre que la journée est rythmée, que... D'accord. Voilà, ça donne un bon résumé en tout cas du projet, me semble-t-il. Alors, j'ai ma première question va à toi, Lydie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce qui t'a amené à faire ce film, ce qui t'a donné l'envie de te plonger là-bas?
Ce qui m'a donné envie de me plonger là-bas, c'est Marie et Juliette, que j'ai rencontrées à travers leurs mots, en découvrant le blog de la petite école. Et en fait, en découvrant ces mots et la manière dont les publications étaient aménagées, il y avait des associations d'images, il y avait des citations, il y avait des descriptions de situations, de ce qu'elles mettaient en place avec les enfants qu'elles avaient au tout début du projet. J'ai été littéralement saisie et j'ai eu envie de les rencontrer. Donc je suis allée à leur rencontre, ça s'est pas fait tout de suite. On a mis un peu de temps à s'apprivoiser et à se dire que c'était possible de faire un film dans ce lieu. Et il a mis du temps aussi pas à se structurer, mais je cherche mes mots déjà, le dispositif était un peu fragile à ce moment-là, peut-être. Trouver sa place, en fait. Trouver sa place, voilà. Et donc du coup, l'idée que moi je trouve ma place a mis un peu de temps, a fait son chemin, mais on a fini par se dire que c'était possible. Et voilà, donc j'ai d'abord moi passé du temps dans l'école, et puis après on est venu avec une caméra pendant presque 3 ans. 3 ans, oui. Et alors évidemment, comme tu viens de le souligner, un documentaire c'est toujours un travail au long cours, au cours duquel le réalisateur, la réalisatrice évidemment s'enrichit de tout ce qu'elle vit, voit. Est-ce qu'au niveau personnel, en tant que parent, mais aussi en tant que citoyen, il y a des choses qui t'ont particulièrement frappé et desquelles tu as pu tirer un enseignement justement dans la vie de tous les jours? Oui, tout. Tout. Je veux dire, voilà, dans la relation que j'ai avec mes filles, dans la manière que j'ai d'aborder la question de leur scolarité, quand je les emmène à l'école, comment je vois ce lieu et les liens qu'elles tissent, ou qu'elles peuvent tisser, ou qu'elles pourraient tisser avec les gens qui les accompagnent toute la journée à l'école. Et concrètement, je pense tous les jours à la manière dont j'ai vu les gens être en relation dans ce lieu. J'ai l'impression que c'est un lieu qui met en place des rapports de relation à l'autre, que ce soit adulte-enfant, mais même entre adultes ou entre enfants, que moi je connaissais pas et qui m'inspirent tous les jours en fait, et que j'essaye d'imaginer pouvoir moi-même diffuser d'une manière ou d'une autre, ou infuser, je sais pas comment faire, mais dans mes autres relations, dans ma vie de tous les jours. Oui, à travers les rencontres du quotidien finalement. Aussi, ouais. oui. Alors, Marie, quand vous avez découvert le film, est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues et dont vous n'aviez pas conscience ou pas? Peut-être pas les premières fois. Si au fur et à mesure c'était cette question du temps, hein, qui est évidente, mais qui l'est encore plus visible suite à la vision de ce film. Et en fait c'est essentiel depuis toujours dans la pédagogie de la petite école, ou en tout cas dans la philosophie ou la pensée de la petite école. Mais c'est vrai que en tout cas ça a créé un point d'attention en fait sur cette question du temps. Ouais. Et c'est quelque chose auquel on réfléchit, qu'on remet justement en pensée dernièrement, depuis la sortie du film. Ah oui. Et toi, Kezia, qui a vu le documentaire, qui maintenant a rejoint l'équipe, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui ont vraiment évolué, notamment parce qu'on dit que c'est un laboratoire de recherche, vous travaillez avec beaucoup d'experts, vous n'êtes pas isolé sur votre île, que du contraire. Est-ce que toi, qui est arrivé après, est-ce que tu vois la transition, je veux dire, avec peut-être encore plus d'acuité? Donc, l'équipe a complètement changé, donc, sauf Marie. Donc, pour moi, ça a été évidemment un point de différence très fort. Mais je me suis sentie tout de suite dans une continuité avec le travail d'Elydie et le travail qui se faisait il y a 3 ans. Parce que même si les mots qu'on utilise maintenant ont changé pour parler des rapports avec les enfants et des enfants, et même si les activités ont changé aussi, le rythme parfois, il y a certaines choses qu'on fait avant plutôt qu'après, mais on voit bien que c'est le même laboratoire en fait qui a avancé dans le temps, et qu'il a été enrichi des 3 ans, des rencontres et
Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines personnes comme Catherine Marneff, la pédopsychiatre dont on m'a parlé, et après coup, je l'ai vu dans le film, et donc ça fait complètement en continuité. J'ai l'impression, en fait, en regardant le film, de découvrir l'histoire d'une famille que je venais d'acquérir d'une certaine manière. Ouais. Comme si c'était vraiment le passé, une sorte d'album de famille, mais du coup très, très vivant aussi. Oui, tout à fait. Donc je dirais qu'on est quand même dans le même laboratoire. Oui, justement par rapport au temps, vous insistez vraiment sur ce saucissonnage, c'est l'expression que vous utilisez. Ça c'est en général une approche qu'on développe très très fort en école, pour les enfants qui arrivent en maternelle, de rythmer vraiment les activités avec des rituels. Mais il y a aussi, moi ce que j'ai trouvé vraiment très très intéressant, c'est tout ce qui est approche. Je vais peut-être utiliser un terme qui n'est pas adéquat, mais en tout cas, c'est celui qui me semble le plus approprié, psycho-affective avec ses enfants. Avant de développer, je veux dire, des apprentissages cognitifs, intellectuels, théoriques. Ça se voit notamment au niveau de l'aménagement de l'espace. On n'est pas dans une école avec des petits bancs et un tableau noir où les enfants ne bougent pas. Mais aussi dans vos rapports, il y a un rapport avec le corps qui me semble vraiment très très intéressant, où on le voit, les enfants développent leur savoir, apprennent à exprimer leurs émotions aussi, parce que c'est évidemment important pour ces enfants qui ont vécu des traumatismes qu'on a beaucoup de mal d'ailleurs à imaginer. Et ça, j'ai parfois l'impression que c'est quelque chose et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est développé pour des enfants qui ont entre 6 et 15 ans, en fait. Donc ça ne change pas. Alors, la question du rythme, c'est important en effet, et c'est quelque chose qui est très présent à la petite école. Après, quand je parle de la question du temps, c'est le fait de prendre le temps. Et d'avoir cette possibilité, en fait, de ne pas avoir aussi un programme scolaire imposé, quoi. Donc, c'est qu'on a une certaine liberté dans la mise en place du rythme qu'on met en place à la petite école. Et c'est vrai que, voilà, ce qui m'apparaît, c'est la main de ce papa qui glisse pendant des heures sur lequel glisse pendant longtemps ce sable. C'est une image de cet enfant qui met en scène une bataille entre deux figurines. Et c'est vrai qu'en voyant ça, en fait, je me suis dit, oui, en fait, c'est en tout cas quelque chose qu'on peut s'offrir à la petite école, c'est de prendre le temps de cette rencontre. Oui. Et la rencontre par rapport aux enfants, c'est sûr que... et en fait, tous les enfants n'ont pas vécu des traumatismes lourds de la guerre, mais c'est vrai que voilà, le fait d'arriver dans un pays inconnu représente en tout cas déjà un certain pas, une démarche à faire énorme en fait pour toute personne qui arrive dans un autre pays que le sien. Et c'est vrai que ça c'est par nos lectures, et puis c'est des choses intuitives aussi, mais c'est que l'enfant a d'abord besoin d'être sécurisé dans la relation, dans son corps, pour pouvoir aller vers les apprentissages. Et c'est vrai que là, à la petite école, on a le temps, on prend le temps en tout cas, de laisser l'enfant, apprivoiser les lieux, les personnes, avant de l'amener vers les apprentissages. Oui, alors la durée de l'accueil, elle est toujours limitée à 1 an ou plus? Ou ça a changé? Non, généralement c'est 1 an, parce que les enfants aussi nous disent qu'ils ont envie de partir de la petite école, donc ça c'est important aussi, c'est qu'on ne retient pas les enfants à la petite école, et on sent que, disons, si on devait vraiment, je pense qu'après 9 mois, ça serait le bon temps. Alors je viens d'y penser maintenant, mais je vois les enfants qui sont arrivés il y a juste 1 an, et encore ce mois-ci, et ce mois-ci est important, mais en même temps ils sont déjà prêts pour quitter la petite école. Après il y a des enfants qui sont restés un peu plus longtemps, pour des raisons qui n'étaient pas encore tout à fait prêts. Oui. Alors on est très libre par rapport à ça. On voit aussi parfois que dans le documentaire, il y a certains enfants qui quittent justement ce sas de décompression qu'est la petite école, et où l'arrivée dans le système que je vais qualifier de classique est parfois très, très difficile, avec des enfants qui décrochent.
Moi, il y a un exemple qui m'a frappé, qui me fait un petit peu mal, c'est avec ce jeune à qui on avait soumis un test. Et bon, il y avait une sorte de couperet arithmétique au niveau de l'échec qu'il a très mal vécu. Est-ce que ça, c'est un problème, je veux dire, le fait de trouver après sa place dans le système classique, alors que votre boulot, c'est quand même de les préparer à rentrer là. Et alors après, c'est vrai que par rapport à l'histoire du film, donc de cet enfant dont on parle qui est Sad, je pense que ça a été filmé, enfin cette scène-là a été filmée à un moment donné où on savait que c'était difficile pour Sad. Mais après, en fait, quelques mois après, on a appris que ça allait bien pour lui. Ah, et donc, et c'est vrai que je voudrais, parce que c'est vrai que les enseignantes de cet enfant ont pris soin, en fait, voilà, de pouvoir accompagner cet enfant dans le dispositif d'ASPA. Et aujourd'hui, il a réintégré en tout cas un parcours scolaire normal. Enfin, normal. Oui, classique. Classique en tout cas. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça reste toujours difficile pour les enfants qui n'ont pas la même scolarité que les enfants d'ici. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que la petite école ne rattrape pas, et on est très au clair tant avec les parents qu'avec les enfants, qu'on n'est pas là pour rattraper un parcours scolaire qui n'a pas eu lieu, mais bien pour permettre quelque chose à la petite école. Et je pense que Juliette le dit très bien à un moment donné dans la séquence dans le train, où peut-être qu'on permet à ces enfants elle utilise de perdre des croûtes, de nettoyer. En tout cas, de revenir à une certaine... qu'ils puissent trouver en fait quelque chose qui leur donnera confiance, enfin, sur lequel ils auront confiance en eux, malgré la difficulté après de l'école. Oui, justement, mais la confiance et la manière dont on réagit aux échecs est aussi question qui se pose fréquemment, je dirais, à tout le monde. Et je vous dirais que j'ai amené ici quelques livres, notamment les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Je ne sais pas si vous connaissez le livre, mais en tout cas, moi, je sais que je l'ai conseillé à énormément d'enseignants, parce que c'est vrai qu'on a parfois, mais ça c'est quelque chose de culturel aussi, c'est de considérer que parce qu'on a été confronté à l'échec, celui-ci est complètement définitif et insurmontable, et où on s'identifie à l'échec. Donc j'ai eu un échec, donc je suis un échec. Et là, c'est quelque chose, je sais qu'au niveau de certains établissements scolaires, ils travaillent beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'enseignants qui l'utilisent pour un petit peu, je veux dire, vivre différemment l'échec et même en faire une force finalement. Alors j'aimerais qu'on découvre un autre extrait qui je trouve particulièrement intéressant justement avec la pédopsychiatre. J'ai pensé à ça, donc la perception du temps, donc ils sont dans le passé, ils ont beaucoup de mal à se mettre dans le présent, encore plus dans le futur. Ils ne vivent que dans le passé tout en ignorant le passé. Donc moi je trouve que c'est formidable que vous ayez tous ces moyens tiers de leur permettre de s'exprimer. Et que quand, au moment où il va partir, lui, pendant tout le temps qu'il était ici, il est à la fois ici, il va faire les courses et il peut oublier le passé, mais le passé est tout le temps avec lui. Et c'est souvent ça qui les a empêchés d'apprendre, d'évoluer et d'aller vers l'avenir. Et donc, au moment où il est à raconter son histoire dans le bac à sable, c'est très très difficile à mon avis d'arrêter, et tu le sens d'ailleurs. Et donc il faut lui permettre de bien garder le passé ici, dans un endroit sécurisé, et de pouvoir reprendre le fil. Les enfants qui ont été traumatisés, ils veulent surtout pas y être reconfrontés. Mais vous savez que s'il ne peut pas le raconter d'une façon ou d'une autre, le sortir de son corps, il va pas pouvoir avancer. Le fait que les enfants sont actifs, qu'ils s'occupent de leur vie, vous leur donnez des messages très clairs, qui est de prendre en main leur destin, malgré ce qui leur est arrivé. Voilà, je trouve que ce passage est particulièrement riche, éclairant. En tout cas, il m'a beaucoup... m'a amené à beaucoup me poser de questions, m'interroger. Alors là, je m'adresse un peu plus peut-être
Aclesia, on voit ce rapport finalement très paradoxal au temps, parce qu'on parle du rythme, de structurer le temps, mais on voit aussi que ces enfants, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, cette difficulté à se... D'ailleurs, ils sont parfois assez agités, à se poser dans le présent et à être vraiment finalement présent et attentif avec le corps. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est assez symptomatique. Alors, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à l'extrait qu'on vient de voir. Avant de répondre à ta question, je voulais juste faire la petite remarque. Je trouve ça très intéressant le passage avec Catherine Marneff, justement parce que c'est une... Enfin, elle vient en tant que pédopsychiatre, mais en fait, elle est en train d'amener des hypothèses de travail. Et en fait, elle s'est engagée dans cette supervision avec les membres de la petite école, en tant qu'exploratrice aussi. Et je trouve intéressant le fait qu'elle amène des propositions et elle les teste avec Marie-Juliette pour en fait voir que c'est ce qu'elle fait. En fait, elle n'arrive pas avec un savoir déjà fixé parce qu'elle ne connaissait pas non plus ces genres d'enfants à la petite école. Donc, voilà, j'ai trouvé ça très, très chouette. Et donc, par rapport au temps et aux enfants, c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment connu les mêmes publics que celui qui est filmé dans le film. C'est-à-dire qu'on est maintenant, j'ai l'impression, plus avec des enfants, du coup, s'ils souffrent, ce qui n'est pas certain, ils souffrent d'un trouble, des troubles, disons, de migration, de changement, en fait. Le fait de devoir intégrer d'un coup beaucoup d'informations et devoir se rapporter aux adultes, aux enfants de certaines manières et en fait n'avoir pas de référence fixe. Et donc je vois pas forcément la même souffrance dont on parle dans le film par rapport à certains enfants. Mais c'est vrai qu'au début, en tout cas, on détecte une sorte de recherche des limites en fait pour... et d'une certaine énergie mentale et physique où l'enfant passe par, regarde tout, touche tout, veut tout, et n'arrive pas vraiment à se fixer et à aller jusqu'au bout d'une activité. Et, mais je trouve ça plutôt normal aussi. Je trouve ça très sain en fait, de certaine manière, de chercher avec ses propres mots, son propre temps et la manière de se poser. J'ai l'impression qu'on est tous là-dedans, même si les adultes ont appris à masquer en fait ce travail-là d'ajustement dans un nouveau milieu. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est peut-être, je sais pas si je réponds exactement à la question, mais je vois pas forcément de la souffrance en fait. Je vois vraiment un processus de recherche en contexte compliqué, quoi, quand il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas en tant qu'enfant. Mais moi j'ai soumis ce passage-là et j'ai interrogé pas mal d'enseignants à tous les niveaux, hein, vraiment de la primaire, je dirais même jusqu'à l'universitaire. Et en fait, en les interrogeant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ils voyaient de plus en plus d'enfants qui manifestaient physiquement, donc avec le corps, de l'anxiété, même des enfants qui n'ont pas connu, l'exil ou voire même la migration, hein, d'anxiété, d'agitation et la très très grande difficulté qui est vraiment croissante pour le moment, tout simplement à se poser, même chez les plus grands, à se poser derrière un banc, à se maintenir droit et à poser les pieds sur le sol. Alors ça peut paraître tout à fait anodin, mais c'est un peu révélateur et qui en fait a des répercussions sur leur capacité d'attention. Hein. Ils n'arrivent plus à savoir comment se mettre en fait. Et c'est ça, on pose la question du temps, mais aussi on pose aussi la question de l'espace finalement dans lequel les enfants évoluent, je trouve, de plus en plus maintenant. Moi j'ai l'impression qu'à la petite école, ils ont, comme tu disais Marie, la possibilité en fait de prendre l'espace dont ils ont besoin à ces moments-là. Et c'est vrai que la grosse différence, c'est que l'école en fait ne peut pas se permettre ça en fait. Juste pratiquement, si on a 25 élèves, tu peux pas te permettre 5 circulent librement. Mais est-ce que ça c'est pas bien? Est-ce que c'est un signe de mal-être? J'en suis pas sûre en fait. C'est les corps travaillent tout comme l'esprit, et le fait d'arriver en fait à être assis et avoir cette discipline du corps de regarder fixement l'enseignant, c'est justement quelque chose qui n'est pas très
spontané, j'ai l'impression, chez n'importe quel humain, mais c'est quelque chose qu'on apprend en fait. On apprend à faire comme ça parce que c'est comme ça qu'on étudie ici. Et donc, ça prend du temps, ça prend un peu moins de temps quand tu es habitué en fait à aller à l'école parce que tu es ici, tes parents ont été à l'école, tu as toujours été plongé là-dedans. Et donc, tu sais en fait comment. C'est quoi des types de dressage du corps tu sais ce qu'il faut faire. Tout le travail qu'on fait en général en maternelle et qui finalement après, enfin, je veux dire, est un petit peu automatisé, j'ai envie de dire. Mais je sais qu'il y a plusieurs enseignants qui, ayant observé cette difficulté d'attention, ou se tenir droit, etc., ont en fait pris l'initiative vraiment en observant les enfants, et les enfants qui avaient parfois 7, 8, même jusqu'en dernière année, de réaménager l'espace, à ne plus les obliger à se mettre derrière un banc, donc c'est ce qu'on appelle les espaces flexibles, avec des coussins, des sofas, etc., etc. Alors au début, évidemment, on peut être dubitatif sur l'approche, et ils ont remarqué qu'en fait les enfants ayant trouvé, alors ça c'est très drôle, une sorte de petit nid, là où ils pouvaient se mettre et où ils se sentaient bien, ça avait eu vraiment des répercussions assez incroyables, étonnantes, ils étaient même eux-mêmes étonnés, sur l'attention, sur la concentration et évidemment sur les apprentissages qui sont mis en place. Donc, Après c'est drôle parce que je pense aussi que ça a parfois un double effet en fait. Ça veut dire que du coup... Enfin, voilà, j'ai l'impression que si en fait on se permet en fait d'aménager la question de l'espace et donc de la manière dont le corps va se poser dans un espace d'apprentissage doit être complètement lié justement à des exigences d'apprentissage en fait. Enfin, et que parfois en fait les deux questions sont séparées. Ça veut dire qu'on aménage des espaces flexibles dans les classes mais en fait la question de ce qu'ils doivent apprendre et comment ils doivent l'apprendre ne se pose pas. Et donc j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, que ce n'est pas en tout cas une question qui est posée de manière globale. Et du coup je peux croire que ça produit certains effets, mais je ne suis pas sûre que ça soit maximisé, quoi. Enfin, oui, non, c'est sûr. Mais moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouvais ça vraiment intéressant. Complètement. Mais enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien non plus, hein, mais c'est parce que, en fait, en parlant avec des instituteurs qui ont mis en place des espaces flexibles, en fait, ont dû remettre les bancs parce qu'en fait, ils s'en sortaient pas parce qu'il y avait des savoirs qui étaient imposés de la même manière que et que des enfants prenaient plus de temps pour lire ou pour dormir parfois, et ça c'était inacceptable au sein de la classe. Et donc ça, c'est un peu des contre-effets parfois. Là elles ont été un peu rebelles, non. elles ont persévéré avec des résultats qui sont je dirais bons pour tout le monde, hein, parce que c'est ce qu'elle me disait, quand on rentre dans cette classe, les enfants sont pas agités, c'est assez incroyable. Donc voilà, Lydie, je te voyais approuver. Parce que je me dis, reste la question du programme en fait. Est-ce que le programme doit être le même pour tous? La question de la classe d'âge, ça pose toutes ces questions. Et j'ai l'impression que les inviter à être sur un sofa et à pouvoir dormir s'ils en ont besoin, c'est les inviter à se dire que l'école ou la classe peut être une déclinaison du chez-soi. Ça peut être un autre chez eux, quoi. Moi j'ai vu beaucoup à la petite école des situations de foyer, quoi, d'avoir le sentiment pas qu'on reproduit ce qui se passe à la maison, mais qu'en tout cas on produit autre chose qui s'apparente à ce qui peut se passer à la maison, de doux aussi. Et tant qu'on n'a pas poussé effectivement le questionnement jusqu'au programme qui serait le même pour tout le monde, on va peut-être se retrouver à les inviter à être chez eux, mais jusque dans une certaine limite, ou qu'en tout cas il y aura un oui mais, tu peux, mais, alors que effectivement c'est bien, si on tire le fil on va un petit peu plus loin et on se dit parce que ça c'est aussi un élément qui va profondément marquer, c'est qu'on peut pas, la situation de toute manière de l'enseignement en Belgique francophone n'est pas homogène. On va dans une classe, dans une petite ville de province, ou on va à Bruxelles, dans telle ou telle commune, on se retrouve vraiment dans des situations tout à fait différentes, et où effectivement on peut comprendre qu'il est nécessaire d'avoir des grilles, en tout cas d'acquis, de développement de compétences, une sorte de socle commun, on comprend bien, mais sur le terrain,
il y a des enseignants qui me disent, moi, je ne peux pas répondre à ces critères-là. C'est pas les exigences qu'on m'impose, je les comprends bien, mais quand je suis face à tel et tel enfant qui ont telle et telle problématique, je ne peux pas atteindre ces exigences. Et au-delà du possible, est-ce que c'est souhaitable? Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas besoin ou intérêt à ce que dans chaque école, c'est bien le principe de l'école, hein, qui n'en est pas une autre, qu'on prenne en compte la réalité de l'école en elle-même, de la classe, de qui la compose, pour que chacun y vive des expériences propres qui ne vont pas être celles d'une autre école, dans un autre endroit où le groupe n'est pas le même. Oui, et autre question aussi qui a émergé dans tout ce que j'ai pu recueillir pour le moment, hein, c'est une enquête vraiment très embryonnaire de directeurs d'école notamment, mais aussi d'instituteurs, c'est aussi la difficulté d'organiser l'école de manière pérenne et viable, parce que inévitablement on est dans une logique de quotas, où on calcule le nombre d'enfants par classe, par école, ce qui... chaque année, finalement, on est toujours dans les calculs et ça bouscule l'organisation de l'école, avec des enseignants qui, parce qu'ils sont temporaires, doivent quitter l'école alors que tout est mis en place. Et ça, c'est aussi une problématique. Et là, j'ai beaucoup de directeurs d'école et d'enseignants qui me disent, mais faites-nous confiance, quelque part, pour organiser l'école et donnez-nous aussi les moyens. Je veux dire, et là, c'est plus une question de règlement, de procédure, d'avoir un enseignement pérenne en tout cas, ce qui n'est pas le cas pour le moment et qui est aussi une des problématiques qui se posent en fait, hein. Donc voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que Lydie vient de dire, par rapport à cette continuité de l'école et de la maison école, on va dire? Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'en tout cas c'est une je pense, des forces de la petite école. Mais c'est surtout, et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que ça permet en fait un lien avec les parents. Oui, en fait. oui, la mobilisation des parents. Et c'est sûr que voilà, il y a beaucoup d'enfants qui viennent à la petite école, mais en fait ça fait surtout du bien aux parents aussi, de pouvoir faire ce premier passage, ces deux grandes vitrines qui donnent sur la rue, et donc il n'y a pas cette séparation, voilà, d'un point de vue architectural. C'est vrai que la petite école permet ce pont-là. Et voilà, je ne sais pas si c'était complètement rebondir sur la question de Lydie, mais sur la question de la continuité. Donc ça fait famille dans le sens qu'on fonctionne, voilà, c'est vrai qu'en plus on a des enfants de tous les âges, on est plusieurs enseignants en même temps, mais après je pense que ça permet de faire famille aussi pour les familles entières et les parents. Et je pense que ce lien-là est essentiel, parce que c'est vrai que sans la relation avec les parents, on n'y arrive pas non plus. Et ça veut dire qu'à la petite école aussi, il y a des échecs de remise à l'école, mais c'est souvent quand le contact et le lien avec les parents n'a pas pu se créer. Si le lien avec les parents est fait, généralement, voilà, ce sont des enfants qui entament en tout cas un parcours scolaire, pas sans embûches, mais la mobilisation des parents, ça c'est aussi un élément qui est important, je veux dire, mais pas seulement, évidemment chez vous c'est peut-être encore plus crucial dans la mesure où ces enfants n'ont jamais été scolarisés, mais qui se posent aussi dans d'autres écoles où on essaye justement de remobiliser les parents dans les apprentissages, mais aussi dans l'éducation, je veux dire, au sens beaucoup plus large du terme. Alors, pardon. Oui, non. Mais après, hier, on a été visiter, Corentin et moi, une école d'enseignement spécialisé. Et c'est vrai qu'on parlait beaucoup, en fait, de cette question de la relation aux parents. Et c'est vrai qu'il disait, mais une des clés quand même, et c'est vrai que c'est quand même pouvoir, en fait, créer une relation sur parfois soit autre chose que la scolarité de l'enfant, et surtout sur autre chose que
la dévalorisation de leur enfant. Et je pense que là, il y a vraiment une clé en fait à prendre parce que qu'est-ce que c'est pour un parent d'être mobilisé toujours dans l'échec de son enfant à l'école. Oui, Ça ne crée ça. pas de lien en tout cas. Enfin, Oui. ça ne crée pas un lien ou une relation positive et du coup, la distance et le rejet de l'école se fait de plus en plus grand et on ne permet pas non plus de créer ce lien parent-enfant là-dessus, en fait, qui est quand même une part de la vie de l'enfant ou de l'adolescent énorme, enfin, je veux dire, Oui. en tant que durée, quoi. Oui, oui, c'est ça, mais vous posez tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de l'importance des liens, je crois que Lydie, c'est toi. Et c'est vrai que bon, bah, l'école, évidemment, c'est un lieu d'apprentissage, mais c'est aussi un lieu de sociabilité, finalement, au sens large, et je veux dire, mobiliser le plus d'intervenants possible à l'école ou dans l'éducation, vraiment au sens large. Notamment, je pense à la culture. Là, je vais un peu prêcher pour ma chapelle, mais je sais que dans certaines écoles, il y a beaucoup d'enfants pour qui aller au cinéma, aller dans une bibliothèque ou au musée, etc., ben, l'école est la seule porte d'entrée, malheureusement. Oui, oui. Oui, après ça, j'ai l'impression que ça aujourd'hui, il y a quand même Beaucoup d'écoles qui... Oui, de projets, d'écoles. Enfin, Oui, mais dans les écoles, ça se fait, mais bon, je parle de situations d'enfants qui, quelque part, on parlait tout à l'heure du clan, comme ça, ou de rester dans la communauté. Il y a encore beaucoup de clans, je vais dire comme ça, et je n'y mets pas une connotation négative, mais dans les grandes villes, c'est un peu ça, où on a des enfants qui restent un petit peu enfermés et qui, finalement, n'ont pas les moyens d'aller dans un musée, dans une bibliothèque, d'aller au cinéma. Et ça aussi, c'est important, parce que quand on pense éducation, en général, on réduit ça à scolarisation, mais c'est quand même dans quelque chose de plus large, me semble-t-il, au niveau social. Non, moi, j'ai l'impression qu'il y a... Non, vas-y. Mais qu'il y a... Les écoles prennent ça en charge pas mal, mais je pense aussi que c'est intéressant d'imaginer comment les écoles pourraient aussi accueillir le clan et la communauté comme une force de la vie de ces enfants, et comment l'école invite les enfants à sortir de leur clan pour aller découvrir d'autres choses, mais aussi comment on pourrait inviter ces clans à venir dans l'école avec toute leur force. Et ça, on parlait par exemple de leur langue, voilà. Comment inviter la langue des enfants, la langue maternelle des enfants. Il y a une des écoles où on est allé filmer, où le directeur rappelait que il y a combien, 95% des enfants qui arrivent en première primaire qui ne parlent pas français à la maison. Oui. Donc ils sont quelque part sommés maintenant de se faire au français, qui va être la langue des apprentissages. Mais à quel moment l'école pourrait valoriser toutes ces langues, tous ces savoirs, toutes ces choses incroyables avec lesquelles les enfants arrivent à 6 ans dans ces classes. C'est incroyable tout ce qu'il y a, toutes ces cultures, parce qu'on parlait de la culture. Oui, bah justement, voilà. Et comment l'école pourrait pas seulement les emmener vers l'autre culture avec un grand C, mais déjà prendre en compte et valoriser toutes celles-ci au pluriel, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, Bruxelles, enfin, je veux dire, en Belgique, on a de la chance quand même. C'est un petit peu ce qui définit notre belgitude, avec notre bouillon de culture, avec un mélange d'influences historiques qui nous définit. Ce qui pose aussi des problèmes au niveau de l'organisation de notre pays, mais bon, ça vaut mieux en rire quand même. Alors, je vous propose de regarder un autre extrait. Allez, j'ai trouvé un super truc par rapport à l'autonomie, là, qu'on posait la question justement hier, il faut qu'on définisse ça. Et en fait, dans le livre, il leur définit hyper bien par soi-même. Être par soi-même consiste à être autonome au sens d'être bien relié à toute la communauté bioéthique, c'est-à-dire de manière plurielle, résiliente, viable. Et j'y ai pensé, en fait, ces enfants sont tous hyper forts par soi-même. Nourdine, le premier, quoi. Alors qu'on dit qu'il a
tu vois que son autonomie est hyper compliquée. Enfin, Pour nous, dans le autonome, sens ça que veut nous, dire on être lui a capable donné de faire tout seul. de faire tout seul. Ce qui est très réducteur. Oui, tandis qu'on voit comment il était justement dans son attention à l'autre, dans sa préoccupation de toujours vouloir relier tout le monde. En fait, c'est un enfant qui était quelque part autonome dans cette... C'est juste qu'on parle de deux choses différentes. Oui, mais c'est beau comment c'est redéfini. Parce que c'est juste que l'autre jour, on disait qu'il fallait qu'on utilisait tout le temps... c'est dans un de nos... C'est un de nos axes. C'est un de nos axes, quoi, l'autonomie. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Oui, mais donc en fait, on répond complètement. Donc maintenant, on va plus utiliser on ne va plus le travailler parce que... On va utiliser par soi-même, quoi. Mais comment les amener à pouvoir s'appuyer là-dessus. Que ça devienne leur force, en fait. Vu que c'est leur force. Oui. De toute façon, d'une manière générale, ce qu'on n'a pas pu faire, et c'est peut-être ce qu'on ne peut pas faire en un an, et c'est ça qui est très frustrant, parce qu'en fait, finalement, tout ce travail, tout là où on est arrivé, permettrait maintenant de peut-être commencer à valoriser, en fait, ce qu'ils sont. Une fois qu'on a pu dégraisser, qu'ils ont pu laisser tomber quelques bagages, et qu'ils ont pu... tu vois. Et ça, on a malheureusement... C'est pour ça que j'ai mis chaque fois à la fin des portraits, et j'espère que l'école permettra de... Tu vois, parce que tu dis, c'est maintenant... Comme si on avait un peu pensé les blessures, enfin pas pensé, mais même j'ai l'impression que, je sais pas, que les croûtes sont tombées. Tu vois, tu te dis, tu as envie qu'ils arrivent maintenant dans un endroit où justement ils vont pouvoir jouir de tout ça. Et évidemment, la grosse crainte, c'est que l'école va mettre le couvercle sur ces petits enfants qui ont été comme... Je sais pas, j'ai vraiment cette image de croûte qui tombe comme ça, plutôt que de renforcement. Mais donc c'est comme s'ils avaient maintenant une peau qui était complètement à nu et hyper fragile, mais en même temps hyper réceptive. Et tu te dis, est-ce que c'est... Voilà. C'est pour ça qu'en écrivant à ces institutrices, parce que finalement ces portraits, c'est un peu une lettre à l'institutrice. J'avais vraiment envie de dire, mais faites gaffe, quoi. C'est vraiment maintenant que ça... il y a un truc qui peut se passer, quoi. Je trouve ce passage absolument extraordinaire, d'une richesse absolument incroyable. Et j'aimerais revenir justement sur cette phrase que vous lisez. Être par soi-même consiste à être autonome au sens d'être bien relié à toute la communauté bioéthique, c'est-à-dire plurielle, résiliente et viable. Alors, cette phrase, elle sort de quel contexte? Parce que j'ai pas tout à fait compris, et j'aimerais que vous réagissiez à ce qu'on vient de voir et cette phrase en particulier. Alors, elle a été tirée d'un livre de Baptiste Morisot qui s'appelle Les Diplomates. Et donc c'est sur la question du retour des loups en France. Voilà, ça c'est pour oui, la mise en contexte. La mise en contexte. Après, c'est vrai qu'en revoyant l'extrait maintenant, c'est vrai que moi, il y a quand même quelque chose qui est assez fascinant en fait dans ces enfants, quoi, et qui continue en fait à m'émerveiller. C'est que par exemple ils n'ont pas peur de dire non en fait, et de s'affirmer par rapport à quand même un type d'autorité quand même, qui est quand même des adultes, enseignants, professeurs. Et je me dis, en fait, tout en continuant à s'agencer très bien dans le dispositif. Et donc, en fait, je trouve que ces enfants ont une capacité à rester, en fait, à maintenir une part d'eux-mêmes et de ce qu'ils sont, tout en arrivant à s'agencer au dispositif qu'on met en place. Et donc là, c'est un tour de force de leur part, en tout cas. C'est ça qui est émerveillant, en fait. C'est leur capacité à continuer à être complètement qui ils sont, tout en comprenant, en fait, les codes de notre système qu'on est en train de mettre en place avec eux. Et donc pourquoi je dis ça, c'est que
je les trouve... Enfin, je veux dire, c'est très... Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça incroyable de ne pas justement se soumettre à une norme imposée par... pour je ne sais quelle raison, en fait. Mais donc, enfin, voilà. Et donc, cette question d'autonomie, enfin, en tout cas, moi, je la vois comme ça. C'est qu'en même temps, il reste très attentif enfin voilà, je me dis, les enfants de la petite école sont de grands observateurs quand même. Et donc ils restent attentifs à ce qu'ils doivent prendre et à qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour quand même se faire accepter dans le groupe, mais tout en gardant quelque chose de profondément unique et enfin, authentique. 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 Voilà, Oui, oui, oui. Après, pas pour encenser la petite école, mais c'est quand même... Enfin, je pense ils peuvent se permettre de dire non, et ils le font aussi parce que vous le permettez, en fait, parce que c'est un cadre où ils comprennent qu'on n'est pas dans une rigidité et qu'on est ouvert, en fait, aux suggestions. Et donc il y a aussi quelque chose de l'ordre de la relation, dans leur manière de s'amener eux-mêmes, avec leur nom, avec leur manière de faire, avec leur incompréhension par rapport à nous. Et je suis pas sûre que ça serait la même chose si ils étaient tout de suite à l'école face à des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Complètement. Et que par ailleurs, dans cette relation-là à l'école, ils y seront évalués. Donc à l'école, on arrive, on passe la porte, on se dit une fois que je rentre dans la classe, tout ce que je fais est soumis à un jugement. Que ce soit une règle, que ce soit j'ai tort ou j'ai raison, enfin j'ai réussi ou j'ai raté, enfin à la petite école il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'être avant tout, avant de savoir faire, avant d'avoir réussi ou raté, donc ça ouvre les champs quand même des possibles, de quoi faire et comment être avec les autres. Et ça sécurise beaucoup, je pense. Et c'est vrai que ces milieux où il n'y a pas vraiment de, comme dit Sophie Sénéco qui travaille avec nous, de non-volonté, en fait, où il n'y a pas vraiment d'objectif qu'on impose à l'enfant pour qu'il y arrive, permet en fait toutes sortes de manifestations dans la relation, mais chez l'enfant en particulier, qui sont surprenantes, étonnantes, magnifiques. Il y a plein de moments dans le film où il y a des enfants qui amènent des choses en fait sans que ça soit imposé, suggéré, demandé. Et ça aussi c'est quelque chose qui me fait penser aussi à l'autonomie aussi dans sa manière de pouvoir se présenter, pouvoir être l'enfant qu'on est sans vraiment devoir répondre à des demandes de l'école ou de toutes sortes d'institutions. Oui, c'est sûr. C'est vrai que on peut observer, mais on peut le comprendre aussi, je veux dire, que dans le système, comme je l'ai qualifié de classique, parce que même si le terme est assez mal choisi, parce que quand on parle de classique, c'est, je dirais, un enseignement d'abord théorique avant de passer à la pratique, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres pédagogies qui travaillent de façon tout à fait différente, des pédagogies où c'est finalement l'école qui s'adapte aux enfants et non pas les enfants qui s'adaptent à l'école. Et je ne veux pas me faire le chantre d'une pédagogie plutôt qu'une autre, parce que je crois qu'il n'y a pas de système universel qui conviendrait à tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on peut noter cet élément un cadre, oui, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ce cadre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui se semblent un petit peu mis dans des cases, avec des évaluations qui sont très restrictives finalement, et où ils ne parviennent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes, si je te rejoins un petit peu dans ce que tu viens de dire. On leur demande d'être des élèves. Voilà, exactement. École, ils peuvent être des enfants. On revient à cette... Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que cette phrase m'a vraiment marquée, ce qui suit aussi, parce qu'on pourrait se dire, même en tant qu'adulte, on pourrait essayer de s'approprier cette pensée, essayer de l'intégrer, j'ai envie de dire, dans le quotidien. C'est un peu... parce que je trouvais ce qu'il est aussi fabuleux. Pardon, non, excusez-moi. C'était pas seulement apprendre dans tout le projet qu'il a, c'est apprendre à vivre et réapprendre à vivre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai senti dans toute l'approche que vous développez. Après je me disais, ah oui, il
il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'attention. Enfin, même si, si nous, on est attentifs, et bon observateur des enfants, en fait, on se rend compte que même si ils ne paraissent pas au premier abord attentifs à l'autre, en fait, ils le sont énormément. Mais ça passe dans des gestes ou des mots qui passent. Et en fait, ils sont très conscients de qui est où dans l'espace, qui est en train de faire quoi, et qu'est-ce que je peux faire pour... et ça, je trouve que voilà, c'est aussi quelque chose qui... Oui. Mais on a tendance parfois à confondre capacité attentionnelle et concentration, en fait. Oui. Parce que c'est ça. Ils ont encore des... C'est sûr qu'ils sont les capacités attentionnelles, en fait, sont très très larges, alors que la concentration, c'est quelque chose de très restrictif et de très... beaucoup plus... Oui. Après, c'est quelque chose qui peut se développer au fur et à mesure. Tout à fait, oui, tout à fait. Finalement, on est obligé de travailler tout le temps. En tout cas, je vais devoir conclure. En tout cas, je vous remercie infiniment de nous avoir encore éclairé plus aujourd'hui. Et j'aimerais conclure cette émission avec la bande-annonce d'un film que j'aime beaucoup, que nous avons présenté à l'occasion de l'ouverture du festival, qui s'intitule Dernière nouvelle du cosmos, qui nous présente une jeune femme absolument extraordinaire, fascinante, qui est autiste, qui n'a jamais appris à lire et à écrire de façon formelle, et qui nous écrit des textes absolument merveilleux, avec aussi, je trouve, une leçon de vie, puisqu'elle nous dit, mais écoutez, et je résume grossièrement, j'en ai bien conscience, mais en tout cas, il faut que vous reconnectiez à la lumière, et la lumière, finalement, c'est se relier aux autres à travers... toutes ces choses qui nous font du bien, c'est-à-dire la joie, l'enthousiasme et l'amitié. Voilà, c'est là-dessus que je conclurai. Merci pour votre attention. Je suis arrivé dans ce jeu de quilles comme un boulet de canon. Tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, une euphorie sensorielle sans limite. Je ne sais pas si tu te rends compte de la densité et de l'énigme dans ce que tu as écrit. Merci pour ce texte. Survoltage de tes neurones, t'as les flashs qui débloquent. Je vivais à côté de quelqu'un qui n'existait pas, pour moi et pour personne, puisqu'elle ne pouvait rien exprimer. Chauffé à blanc, comme dans une boîte à musique. Ça fait combien d'années qu'elle écrit? Les premiers textes sont apparus fin 2006. Boulons mal réglés, fait mutiki de nous. Est le plus fou. En réalité, je suis télépathe et iconoclaste. Donc, il n'y a pas besoin de te poser des questions, tu le sais, celles qu'on a en tête. On avait, nous, un besoin de l'entendre, de savoir qui était Hélène dans son identité. Mais Hélène sait qui elle est. 2 fois tes textes, tu les as entendus dits par des acteurs au théâtre. Quel effet ça fait? Ah. Et toi, comment tu dirais que tu as appris à lire et à écrire? En jouant avec chacun des espaces secrets de son cornichon de cerveau.